Je voudrais faire 3 remarques. La première sur le Parlement européen. Il a été totalement marginalisé par le Conseil. Alors, l'exemple, c'est l'accord UE-Turquie. Quand nous, au niveau du réseau des juristes spécialisés dans le droit des migrations, on a commencé à avoir eu vent de cet accord UE-Turquie, il y a certains professeurs de droit français, des collègues qui m'appellent en disant « Bon, c'est simple. Alors, on fait pression sur le Parlement dans le cadre de la codécision, ou alors on demande au Parlement de saisir la Cour de justice. » Alors, je leur ai dit « On se calme, parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'application de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil n'a pas adopté une décision. N'a pas adopté une décision pour passer un accord entre l'Union européenne et la Turquie. C'est une déclaration conjointe, sans valeur juridique, qui n'existe pas au niveau européen, qui n'est composée que de décisions unilatérales au niveau national turc, au niveau national grec, et certainement quelques mesures sous forme de directives et de règlements au niveau européen. Donc le Parlement, on lui a enlevé tous les moyens qu'il pouvait avoir dans cette affaire. Les États membres ont tout fait pour que le Parlement et la Cour ne puissent pas intervenir, parce qu'ils savaient très bien que ça allait, même avec une majorité non progressiste, poser problème. Deuxièmement, concernant le règlement Dublin III. Moi, je suis toujours très étonnée de cette façon de présenter le règlement Dublin. Grosso modo, est responsable de l'examen d'une demande d'asile l'État dans lequel le migrant est entré dans l'Union européenne. Ça, c'est l'alinéa 2. L'alinéa 1 qui précise les critères pour déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile fait d'abord référence aux relations familiales, aux relations économiques et aux relations culturelles. Donc normalement, les États membres, avant de dire « c'est pas moi, c'est l'autre », devraient dire « en quoi moi je suis concerné ». Or, les États ne le font pas. Alors, pour ce qui concerne le migrant passé par la Hongrie, il y a quand même certains États membres qui ont décidé de ne plus faire de transfert Dublin III à l'égard de la Hongrie, de ne plus renvoyer en Hongrie. Sauf qu'apparemment, on a un manque de réponse là de notre ministère. D'un autre côté, je suis très anxieuse parce que la Commission prévoit de rétablir les renvois de Dublin vers la Grèce. Enfin, c'est pas le bon moment, quoi. Enfin, on a beau lui expliquer, je sais pas. Voilà. Donc, normalement, le cas de votre migrant n'aurait jamais dû attendre 18 mois pour redéposer une demande d'asile en France. C'est pas normal. Alors, c'est là où vous ne devez pas comprendre, c'est que moi non plus, je comprends pas. Enfin, je comprends que les administrations font que ça soit pas compréhensible. Après, il va falloir qu'on arrête. Voilà, on pourra discuter. Essayez d'être court. Antoine, je suis étudiant en droit européen à Lyon 3 et ma question est simple mais en même temps compliquée, c'est-à-dire si je me mets dans la peau d'un État comme la Grèce, financièrement je me porte pas très bien et après l'accord UE-Turquie, j'ai des associations humanitaires qui menacent ou qui prennent la décision de partir de ce qu'on appelle de manière atroce les jungles, où des gens vivent dans des manières abominables. Donc, quels sont les choix, en tant qu'un État comme la Grèce, qui s'offrent à moi dans ce cas-là? Merci. Madame. Oui, bonsoir. Je suis Véronique Planès-Boissac, je suis juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Nous ne sommes pas disciplinés. Ah, c'est pas bien. Je suis Véronique Planès-Boissac, juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile pour le HCR. Et comme vous l'avez rappelé, on ne peut être qu'attaché à l'examen individuel des demandes et aux garanties qui sont accordées, et notamment le fait qu'on puisse être en formation collégiale. Et la présence du juge unique, bien sûr, nous préoccupe beaucoup dans les procédures accélérées. Ceci dit, j'aimerais vous poser la question par rapport aux réponses européennes, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, compte tenu des dénis et des réalités que vous avez décrites de manière absolument véridique et d'un cynisme épouvantable, est-ce que vous pensez que les réponses juridiques, les instruments juridiques qu'on a aujourd'hui sont adaptés à ces enjeux? Effectivement, on fait de l'examen individuel en France, on essaye en tout cas. Les personnes qui sont actuellement en Turquie, en Jordanie, au Liban, etc., n'ont pas accès à ces procédures individuelles. Et c'est eux qu'il s'agit de protéger. Jean-François Ploquin a cité à juste titre la réinstallation, qui est un outil évidemment essentiel pour assurer la protection en Europe. Est-ce que y en a d'autres? On a parlé de la protection, enfin on a adopté une directive sur la protection temporaire qui n'a jamais été actionnée et qui garantissait pourtant un examen individuel des demandeurs d'asile dans des cas d'afflux massif.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Que pensez-vous Que pensez-vous de l'attitude qui consiste non seulement à s'en prendre aux États membres, mais aussi à leurs citoyens? Car on a vu tout de même aux dernières élections européennes des grands partis mettre comme tête de liste dans des grandes régions des gens qui n'avaient pas spécialement de grande vocation européenne. Deuxièmement, les citoyens ont élu au Parlement européen, et les Français en sont un bel exemple, des gens dont leur programme consistait à lutter contre l'Europe. C'est M. Farage qui, ce matin, déclarait que s'ils acceptaient d'ouvrir leurs frontières, ce qui était arrivé aux femmes de Cologne arriverait à toutes les femmes britanniques. Donc, comment faire aussi pour que ces notions de solidarité se répandent dans l'esprit des citoyens? Lisez les commentaires sur certains articles des lecteurs du Figaro. On en est à la limite de demander la création de chambres à gaz. Monsieur, vous vouliez faire un commentaire rapide, après on répond, oui. On restera là. Oui, Roland Jacquet, je suis élu à la mairie du Troyes et à la métropole. Mais j'ai réagi comme ça parce que je partage complètement ce que Sylvie Guillaume nous disait lorsqu'elle parlait des flux dans la Méditerranée et que l'Europe a considéré la Méditerranée comme un marché. Et c'est pour ça que ma réaction, c'est les traités, il faut les changer parce qu'ils considèrent que l'Europe, c'est d'abord et avant tout un marché. Et donc, je pense que nous ne sommes pas arrivés à construire l'Europe ou à la réorienter à partir de l'humain, à partir du social, jusqu'à maintenant. La crise migratoire peut peut-être être une entrée pour réorienter l'Europe sur d'autres bases, sur la base de nos valeurs et de notre histoire. Ok, merci. Je reconnais bien là Roland que je connais depuis pouf, voilà, et son optimisme chevillé au corps, mais heureusement qu'il y a des gens comme Roland Jacquet pour être sur cette thématique-là. Alors, je partage pas avec toi, Roland, cette idée qu'il faut se précipiter sur la réforme des traités, parce que c'est en soi une problématique. On a quelques urgences, mais en même temps, et en plus, on réglera pas tout par la question des traités, ce qui rejoint ce que M. Fayette disait sur la question de l'opinion publique, parce qu'au final, c'est quand même beaucoup ça qui a poussé les réactions dans les États membres. On reprécise à chaque fois que c'est les États membres. C'est beaucoup ça qui a poussé les États membres à prendre un certain nombre de décisions, ou en tout cas à ne pas partager les décisions communes. Quand le groupe de Visegrad, qui est constitué par 5 ou 6, je ne sais plus, États, dont certains nouvellement entrants, se resolidifient, se recoagulent sur cette question-là, y ajoute la dimension religieuse, donc qui a été évoquée tout à l'heure dans un autre registre par Jean-François. C'est pas un hasard. C'est sur fond de crise, c'est sur fond de populisme, c'est sur fond de présence justement des gens comme Nigel Farage, qui est non, je ne veux pas le qualifier, mais qui finalement est moins dangereux que ceux que je décrivais tout à l'heure dans un contexte, dans l'éventail folklorique, parce que lui il l'est, de l'euroscepticisme, et parce qu'il a des outrances de langage qu'il n'assume pas. Mais cette question de l'opinion publique, je serais assez ravie qu'on arrive à tester demain, je le dis très sérieusement, parce qu'on est dans un public que je crois comprendre plutôt favorable aux idées qu'on développe. Je ne pense pas vous trahir en disant ça. Si vous êtes là, c'est par un hasard. Donc, on partage un certain nombre de valeurs, on partage un certain nombre de constats, on partage sans doute un certain nombre de solutions, mais il faut quand même savoir que nous ne sommes pas, ni ici, ni ailleurs, forcément parmi les progressistes majoritaires sur ce type de sujet. Et que ça va nous demander beaucoup de courage, beaucoup de pédagogie, et beaucoup d'exemples pour montrer que les thèses que nous défendons, tant sur l'existence de valeurs européennes, tant sur le fait qu'on ne peut pas, à un moment donné, se dire que l'Europe, c'est soit forteresse, soit passoire, parce que les deux en même temps, ça n'existe pas, c'est un non-sens. Ce que nous partageons, on a beaucoup de mal à le faire percevoir, ça ne s'exprime pas, et comme le reste s'exprime et de façon outrancière, très volubile, c'est perçu par les gouvernants X et Y comme étant quelque chose dont il faut tenir compte. Donc c'est aussi un message
que je nous adresse collectivement à avoir ce courage-là, qui n'est pas un courage insensé, qui n'est pas, on n'est pas idiot ou naïf ou béat ou je ne sais quoi. On est juste conscient que ce qui se joue nous atteint et nous atteint demain dans l'identité, dans notre identité commune. Donc c'est un appel au courage. Sur la question de la Grèce, je ne vais pas faire votre devoir à votre place, hein, il n'est pas question, c'est déloyal pour vos camarades, mais la Grèce est dans une telle situation, d'abord économique, vous l'avez dit, on ne redéveloppe pas là-dessus, mais qui peut aboutir au final, si rien ne se passe, j'allais dire si tout se passe mal, je ne peux pas souhaiter que tout se passe mal, mais si rien ne se passe comme la Commission et l'Allemagne le pensent, où on peut finir par être dans une espèce de blocage intérieur, de verrouillage intérieur. C'est-à-dire que plus personne ne rentre, peut-être, mais surtout plus personne ne sort. Et qu'est-ce qu'on fait avec X centaines de milliers de personnes coincées à l'intérieur, retournées à l'intérieur de la Grèce, qui finalement ne sort plus. Donc plus personne ne sort. À mon avis... Non, ça ne marche pas, la relocalisation, Jean-François. Faut-il des adaptations juridiques aux outils ? Moi, je ne suis pas juriste, je m'en garde bien. Je respecte parfaitement ce métier-là, mais ce n'est pas le mien. Et du coup, c'est complémentaire. Mais oui, je pense qu'il y a des choses à faire évoluer, pas forcément avec un grand soir juridique, mais je laisserai Marie-Laure y aller en indiquant, alors par contre, vis-à-vis d'un certain nombre de solutions ou d'évolutions à faire percevoir. Moi, je reste toujours interrogatif. Je n'ai pas de réponse formelle sur la non-utilisation de la directive sur la protection temporaire, sauf à considérer que là aussi, elle a été forgée avec une forme d'hypocrisie qui, par exemple, ne qualifie pas ce que c'est un afflux massif. À partir de quand on considère que c'est un afflux massif ? Docteur, ça doit dépendre de la taille du pays ou du nombre de personnes, mais ceci n'est pas codifié. Donc, je pense qu'il y a cette forme d'hypocrisie aussi qui s'est forgée à ce moment-là. Mais on peut évoquer même rapidement, on en a parlé, la question des voies légales, l'ouverture de nouvelles voies légales. J'y ajouterai volontiers avec un codicile particulier vis-à-vis de certains types de personnes vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés. Pour trouver 10 000 qui, selon Europol, disparaissent dans la nature, il faut qu'il en soit rentré beaucoup plus en étant isolés parmi 60 000, dit Marie-Laure. Donc ça fait quand même énormément de jeunes gens dont le sort personnel est en jeu. C'est travailler sur la question des admissions humanitaires. Qui font partie du registre et de l'éventail, des visas humanitaires aussi, de la réadmission aussi, mais sur une réadmission réussie et contrôlée. La question de Dublin III, je l'ai dit, et la question de la réinstallation, en espérant que les mêmes projets ne produisent pas les mêmes obstacles et que cette question de la répartition et de l'acceptation soit effectivement gérée, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas. François. Plusieurs réflexions. L'Union européenne, l'Europe, elle n'a que 60 ans. Si on regarde par rapport à la construction de l'État français, on en a mis quand même un peu plus pour pouvoir se constituer en État de droit. Donc il faut être courageux et patient. Voilà. Concernant mon étudiant, j'avais dit qu'il pouvait utiliser toutes les sources disponibles. Alors là, je ne peux pas lui reprocher, il a essayé. Bon. Voilà. Concernant les instruments juridiques, je crois que si déjà on appliquait les textes communautaires bien, ça irait déjà beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, les textes communautaires font progresser le droit français dans le bon sens, parce que sans eux, on en serait encore à un stade arriéré de la notion de protection ou de la notion d'immigration. Donc, appliquons-les bien. Ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'il y a déjà 23 procédures d'infraction qui ont été ouvertes par la Commission sur la directive procédure. Je ne parle pas des autres directives. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a transposé bien,
que les services administratifs appliquent bien les textes nationaux. Là aussi, ça serait super, parce que d'un seul coup, il y aurait de l'huile dans les rouages, et puis il n'y aurait pas des grains de sable partout, et ça permettrait de bien fonctionner. Sur la directive temporaire, protection temporaire, pardon. Oui, il y a un problème sur la notion d'afflux massif. Alors, pour rappel quand même, là, on n'a pas un afflux massif, nous disent les États membres, mais la France nous a dit que 186 Syriens qui demandent l'entrée sur le territoire français pour déposer une demande d'asile à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 2012, c'est un afflux massif. Bon, alors moi, je ne sais pas, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la notion d'afflux massif, hein, entre 1 million et 186. Voilà, bon. Alors, je vais devoir diverger un petit peu avec Sylvie sur la notion de réadmission. Alors moi, je veux bien qu'on réadmette dans des États bien, voyez, des pays sûrs. Voyez. Alors en revanche, si la réadmission, mais je pense que c'est pas votre idée, c'est de renvoyer vers la Turquie, parce que c'est un peu l'idée en ce moment, ça pose un problème, surtout que en Turquie, on est en train, dans le cadre de l'accord UE-Turquie, d'aider la Turquie à établir une zone sûre en Syrie. Vous voyez, parce que l'idée, c'est que les Syriens restent en Syrie. Hein, on y revient. En même temps, lorsqu'on voit le State of Play le European Agenda on Migration de la Commission qui est paru le mois dernier, qui est paru ce mois-ci, il y a 5 jours, l'un des objectifs quand même qui revient de manière répétitive, c'est conclure de nouveaux accords de réadmission. D'accord ? Et alors là, on regarde les États. Et là, on commence à s'inquiéter, parce qu'il y a le Bangladesh, le Pakistan, les Syriens au Bangladesh. Mais alors après, ça devient la Somalie, l'Érythrée. Alors quand même, hein, vous êtes au courant, l'Érythrée, c'est quand même pas exactement un pays dans lequel les gens vont être bien intégrés pour être réadmis. Voyez. Mais pourtant, ça fait partie des objectifs annoncés par la Commission pour la Grèce et pour l'Union. Donc la réadmission, peut-être, mais si on choisit de bons États. Voyez. Alors, on n'est pas dans un film hollywoodien, mais je voudrais finir par une belle histoire. Parce que c'est ce qui a été dit aussi sur l'opinion. Il y a des opinions, ça a été dit aussi compris au Parlement, jusqu'à haineuses qui s'expriment, et qui se font parfois très sonores. Mais j'aurais 2 petites histoires. Début novembre, on a accueilli dans un petit village du Puy-de-Dôme 50 demandeurs d'asile arrivant de Calais. Le maire, sollicité par le préfet, a dit « Ok, il y a un endroit où je peux accueillir 50 personnes, on y va ». Suivi par son conseil. Réunion publique d'information, il y a 800 habitants. Il y avait, je crois même plutôt 500-600. Il y avait 150 personnes dans la salle, autant dehors qui n'arrivaient pas à rentrer. Présentation du sujet. 5-6 personnes très hostiles, jamais injurieuses, jamais menaçantes, mais très hostiles, qui ont tenu le crachoir sur toute la série de débats questions. La réunion s'arrête. Des personnes viennent nous voir à la fin. Qu'est-ce que je peux faire ? Tatati, tatata. Pour accompagner 50 personnes, on a eu 80 bénévoles. Chaque jour, des cours de français. Des visites du Puy-de-Dôme, des cinémas pour aller à Rion, toutes sortes d'ateliers, etc. Donc un accueil silencieux, quotidien, de long terme. Voilà. Deuxième exemple. Mardi soir, dans une commune des Monts du Lyonnais, ont déboulé, en pleine campagne, en pleine nuit, 4 familles syriennes arrivant de Beyrouth, où elles avaient passé 1 an et demi dans une condition de réfugiés. À 23h, tombés de l'avion, les attendaient le maire et son écharpe, son conseil, les fonctionnaires du CCAS et 10 familles, 3 familles par famille réfugiée, qui avaient mis en place un système de parrainage, en réfléchissant en vue des compositions familiales que, comme ils ont les mêmes âges, on pourra les emmener au collège, que tata, ils pourront jouer ensemble, etc. Les logements ont été préparés, des achats d'objets, des petites choses. Il y avait de la nourriture dans le frigo, des petits paniers pour les... Bon, ça fait pas de bruit. Personne, ce ne sera pas dans le journal. Il y a des gens dans ce village qui ont fait savoir au maire qu'ils n'étaient pas contents, mais ils sont 10 fois moins nombreux que les gens qui se disent « Non, on a de la chance, on va pouvoir accueillir des réfugiés syriens ». Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme ça partout tout le temps, mais ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe. Et parce que ça existe, il faut évidemment continuer à le faire. Et puis, ça veut dire qu'il y a un gisement d'accueil dans ce pays quand même. Un pays qui a quand même une grande tradition d'accueil. Cette tradition n'est pas perdue. C'est pas la plus brillante, mais elle est là. Voilà, je voulais terminer là-dessus.